Après le marché de volailles de Boaké, c'est au tour d'Abidjan de subir les effets de la grippe aviaire. Et c'est le grand marché de Koumassi qui enregistre les premiers cas de grippe aviaire. Depuis quelques heures, dans ce marché, il n'y a plus de volailles. Toutes les activités liées à ce commerce sont arrêtées. La raison de cet arrêt, une décision de la direction de la santé animale. Le foyer le plus récent, c'est le foyer de Modeste, où nous sommes en train de finir l'abattage. Et malheureusement, c'est là-bas que certains revendeurs de Koumassi sont allés se ravitailler. Donc, pour la protection de la population, nous avons procédé à l'abattage d'urgence de ces volailles-là. Actuellement, c'est un vide sanitaire de 21 jours pour être rassuré que le virus n'est plus en circulation dans ce marché. Modeste est le foyer le plus récent dans la commune de Grand Bassam. Les poulets ont tous été abattus. En clair, l'abattage des poulets, pintades, canards et autres volailles est une question de santé. Alors, tous les marchés de volailles sont maintenant surveillés. Nous avons des équipes actuellement sur le terrain. Des prélèvements seront faits, analysés au laboratoire. S'il s'avère que des marchés hébergent encore des virus, ils subiront les mêmes effets que le marché de Koumassi. Pour les vendeurs, cette mesure de fermeture de 21 jours n'est pas bonne pour les affaires. Mais je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas. Voilà pourquoi on a abattu tous les poulets qui sont sur le marché et faire la désinfection. Cette mesure, ça ne nous arrange pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous ravitailler. Donc s'il y a une nouvelle qui est arrivée, s'ils peuvent alléger notre peine, ça nous arrange beaucoup. On perd énormément de l'argent chaque jour que Dieu fait. La grippe aviaire a été déclarée en juin dernier à Boaké. À ce jour, ce sont plus de 23 000 volailles qui ont été abattues à Boaké, Koumassi et Modeste, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Avec l'urbanisation incontrôlée et une démographie galopante, les villes africaines sont des zones de plus en plus vulnérables face aux catastrophes naturelles. À ces nombreuses pertes en vie humaine qu'elles engendrent, les inondations et les sécheresses, pour ne citer que celles-là, maintiennent les pays africains dans un état de pauvreté. En initiant cet atelier à l'intention de ces journalistes et parlementaires venus du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, le RIVA, le réseau de gestion des risques hydrométéorologiques, dans les villes africaines veut saisir le taureau par les cornes. Ces risques sont de plus en plus élevés. Et donc, il est important que le Parlement soit informé de cette situation qui met en péril les efforts de développement des pays. Par rapport aux journalistes, on sait que c'est eux qui portent l'information, qui sensibilisent, qui communiquent et ils ont besoin d'être informés sur les risques hydrométéorologiques. Informer mais aussi renforcer des lois, deux puissants moyens pour prévenir et se défendre contre les catastrophes naturelles. Pour les journalistes et parlementaires qui prennent part à cet atelier, il ne sera pas question de se dérober de cette tâche. On se permet de critiquer uniquement sans donner des réponses appropriées. Mais avec des rencontres comme celle-là, ça nous permet d'internaliser autant de choses, n'est-ce pas, et d'être des véritables acteurs de développement. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut prévenir les risques, qu'il faut bien entendu, compte tenu de notre connaissance des enjeux, de pouvoir sensibiliser. Cet atelier régional de sensibilisation sur les risques hydrométéorologiques en milieu urbain, ouvert ce jeudi 27 août, va durer 2 jours. Et les travaux se déroulent en plénière à travers des communications et des échanges. Le CILANG, Salon international des langues d'Abidjan, est une tribune de promotion et de valorisation des langues nationales. Un événement de rencontre, de découverte et d'échange sur les atouts de la langue maternelle pour en faire un instrument de développement. Il faille que la langue qu'on parle à la maison soit codifiée, que nos langues aient des syllabaires, qu'on peut avoir des dictionnaires, des écrits sur nos langues pour que nous puissions aisément l'utiliser partout. La langue est pour nous ce que la boîte noire est pour l'avion. Les langues maternelles sont des vecteurs de conservation de notre patrimoine culturel. Selon l'UNESCO, plusieurs langues africaines sont en voie de disparition. Ce salon est donc un cadre pour mieux réfléchir sur l'utilité des langues nationales. Au symbole, quand on était tout petit, qu'il fallait porter pour ne pas parler nos langues maternelles à l'école, maintenant nous avons pris conscience qu'à force de ne pas les parler, nos langues ont disparu de notre conscience. Donc il faut remédier à tout cela. C'est du travail que nous sommes en train de faire, de réfléchir à la meilleure façon pour que nos langues puissent ne pas disparaître.
Le regard que nous avons aujourd'hui sur les langues en Afrique en général est que ceux qui sont allés à l'école formelle ont tendance à tourner le dos à leur langue nationale, ce qui est vraiment dommage. Mais nous devons savoir qu'il est important d'être d'abord ancré dans sa culture avant de s'ouvrir sur le reste des cultures. Le Salon international des langues d'Abidjan est à sa première édition. Thème retenu cette année, diversité linguistique, création d'emplois et développement. Le Silang a débuté le mardi 25 août dernier et se tient sur 3 jours. Dr Freeman Osonuga est médecin au centre hospitalier universitaire de Lagos au Nigeria. Il fait partie des 4 Africains présélectionnés dans le cadre d'un concours mondial pour un voyage dans l'espace. Il pourrait entrer dans l'histoire en devenant l'un des premiers Africains noirs à effectuer ce voyage. C'est vraiment génial, c'est génial d'être sur le point de devenir le premier Africain noir, le premier Nigérien à aller dans l'espace. Je suis vraiment très fier, c'est très excitant. Dr Freeman Osonuga a récemment œuvré pendant 6 mois en Sierra Leone au sein d'une équipe de lutte d'urgence contre le virus Ebola. Je viens d'une famille défavorisée, très pauvre. Ma mère a eu beaucoup de mal à m'envoyer à l'école. Mon père est mort quand j'étais adolescent. J'ai fini l'enseignement secondaire haut la main. Je suis allé en médecine, ça s'est très bien passé. Donc ce sera vraiment une joie d'aller dans l'espace, de marquer l'histoire du continent et du peuple noir. Ce sera un moyen d'inspirer une génération et un continent. Au total, 31 personnes prennent part à cette compétition, dont 3 Sud-Africains. La liste des candidats présélectionnés sera réduite à 3 finalistes. Ils devront chacun discourir pendant 15 minutes sur le sujet de leur choix devant un public de 1300 personnes venues de 196 pays. Le quartier de Saint-Roch, à la Nouvelle-Orléans. 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina, il illustre la renaissance économique de la ville. Car depuis 2010, 14 000 emplois y ont vu le jour et le taux de création d'entreprises est 64% plus élevé que la moyenne nationale. Asia a choisi d'ouvrir son magasin ici en mai dernier. Art, musique, littérature, plus de 50 artistes se côtoient dans un même espace. Les gens se sont rapprochés de façon magnifique, juste pour s'assurer qu'un tel pouvait retourner chez lui, en construisant un toit ou en aidant un autre à trouver du travail. Je pense qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est finalement cet esprit de la Nouvelle-Orléans. Katrina avait fait quelques 1800 morts et contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Les traces de l'ouragan sont encore visibles partout, particulièrement dans le quartier du Lower Ninth Ward, touché de plein fouet par les inondations. Mais la reconstruction est en marche, de nouvelles habitations voient le jour et plus à l'est, une construction titanesque est sortie des eaux. Longue de presque 3 km, la barrière anti-inondation de Lake Borgne a coûté près d'1 milliard d'euros pour un chantier long de 3 ans. Ça nous a vraiment mis face à la réalité et au fait qu'il fallait apporter des améliorations. On pensait être protégés à l'époque, aujourd'hui en tout cas nous le sommes. Les modélisations, la collecte de données et d'autres types de statistiques ont largement évolué depuis la construction des premières digues pour savoir à quelle hauteur il faut les construire. Dévasté par Katrina, le quartier de Christiane, dans l'est de la ville, s'est transformé après l'ouragan. Des dizaines de milliers d'immigrés latino-américains ont rejoint la Nouvelle-Orléans pour la reconstruction. Aujourd'hui, Afro-Américains, Latinos et Vietnamiens vivent côte à côte, dans des conditions encore difficiles. Et s'ils ont largement contribué à remettre la ville sur pied, certains immigrés sud-américains ne sont pas restés les bienvenus dans le pays. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été payés pour ce travail. De nombreuses compagnies, après les avoir embauchés, ont appelé les services d'immigration le jour de la paye pour les expulser par centaines. Un grand nombre d'immigrés qui sont aujourd'hui de retour chez eux sont en fait ceux qui ont reconstruit la ville. 10 ans après Katrina, la reprise se fait encore de façon inégale. Mais dans les rues de la cité Cajun, tous s'accordent au moins sur une chose, l'esprit de la Nouvelle-Orléans, lui, n'est pas prêt de partir.